passer effectivement à la balle orange, à la Spalding, comme on dit, frérot. Et on va directement enchaîner avec les Celtics, qui ont réalisé une grosse saison l'année dernière. Déjà une grosse saison régulière, puisqu'ils finissent troisième de la conférence Est. Ils se font éliminer donc en playoff, en finale de conférence, contre le Heat. 4-2. Pourquoi je te parle d'eux? Parce que justement, il y a Danny Ainge, le general manager, qui a été interviewé dans la presse et qui a dit qu'il avait un sacré chantier et que ce chantier serait composé notamment de la raquette, renforcer la raquette et renforcer le banc. Je voudrais avoir un peu ton aperçu, ton regard sur ce chantier des Celtics annoncé par Danny Ainge, le GM. Bah, écoute, un trou laissé par Al Horford dans la raquette, qui a quand même été pas mal comblé par Daniel Theis, mais tu sens que c'est pas le même calibre de joueur. Il a pas toute la palette que pouvait avoir un Horford, notamment ce côté stretch, ce côté vraiment, ce côté passeur qu'il pouvait avoir, ce côté visionnaire un peu en attaque. Donc, c'est clair ils ont eu un coup de mou. Ouais, Baines aussi. Ne pas négliger Baines, qui était un des meilleurs 5 sortants du banc de la ligue. Donc, ouais, c'est clair que en fait, il passait d'une raquette qui était vraiment forte et une Ouais. raquette où, pour le coup, Daniel Theis a bien joué, a peut-être surjoué même, mais c'était pas suffisant et on l'a vu que ça a plafonné en finale de conférence. Après, Miami était très très fort, mais on a vu que ça a plafonné en finale de conf et que c'est un des points sur lesquels il va falloir qu'il s'améliore. Après, toute la question est de savoir comment, parce que au niveau du plafond salarial, Bien sûr. déjà des petits problèmes. Je t'adore parce que toi, tu vas toujours très très vite et effectivement, il y a couvre-feu, ça tire de partout, mec, tout le monde est sur nos côtes, on est sous pression. Mais ouais, tu parles effectivement du secteur intérieur. Il faut quand même rappeler que c'était l'une des meilleures défenses de la ligue cette saison, notamment en saison régulière. C'était la deuxième meilleure défense de la bubble, alors que son secteur de la raquette était undersized. Et tu les as Ouais. vus, ils ont su maîtriser un Joel Embiid qui a quand même tourné à 30 points de moyenne sur le premier tour des playoffs. Ils ont su éteindre un Marc Gasol qu'on n'a quasiment pas vu des demi-finales de conférence, mais ils n'ont pas su répondre justement à un 5 skilled avec des qualités et surtout qu'il ne shoot pas à 3 parce qu'Embiid, le problème, c'est qu'il a mis 30 points, mais il était tellement irrégulier sur 48 minutes que tu pouvais toujours t'en sortir. Avec un Bam Adebayo qui faisait constamment pression, je me souviens, on en avait discuté sur Daniel Theis qui n'arrivait pas à finir les matchs parce qu'il était fouled out. Et on a vu clairement qu'il n'y avait pas de profondeur à ce poste-là et pas de solution en fait. Ouais, c'était vraiment le seul défenseur quasiment de Boston en poste de 5, c'était vraiment Daniel Theis. Après, c'était plus compliqué quand tu vois les deux profils avec Enes Kanter, qui est pas du tout un défenseur, et Sûr. Robert Williams ou Williamson, je sais plus exactement, Williams, qui ouais. est un peu jeune, qui est un bon contreur certes, mais qui prenait beaucoup de fautes bêtes. C'est clair que tu les as sentis en manque à ce poste-là, notamment sur un joueur comme Bam Adebayo qui pour le coup lui te laisse pas trop de marge d'erreur là-dessus, c'est sûr. Surtout quand tu regardes l'avenir et que tu te dis que bon, la bubble nous a fait comprendre qu'il y avait clairement deux tendances, c'est que le big man est de retour. Après la période small ball et notamment avec la démission de Daryl Morey, c'est le retour du big man au premier plan. Et aussi que Mhm. la conférence Est est fully loaded, Géchard de big men. Entre les Vucevic, les Sabonis, maintenant les Bama Adebayo, les Joel Embiid, les big men que tu as aussi aux Nets, même s'ils ne sont pas non plus tous skilled, les Celtics auront besoin de protéger cette raquette. Ils pourront pas faire Ouais. autrement. Si tu joues en NBA et que tu veux viser loin, de toute façon, faut que tu sois Géchard dans la raquette, au moins défensivement, quand tu sais que Boston, offensivement, a de quoi faire sur les postes extérieurs et sur les ailes, c'est pas un problème. Mais au moins défensivement, il va falloir être solide, ouais, c'est sûr. Bien sûr. À côté de ça, il y a aussi la question donc, du banc, qui est le deuxième chantier qui a été annoncé par Danny Ainge. Un banc qui, progressivement, au fil des années, s'est dégarni. Hein. On se souvient, nous, du banc d'il y a quelques années où tu avais les Marcus Morris, tu avais les Terry Rozier dont on parlera tout à l'heure. Bref, un banc qui a été fourni non seulement sur le plan défensif, mais également sur le plan offensif. Et là, on a vu cette année, Ouais. effectivement, que c'était très, très compliqué pour les Celtics, qui l'ont payé d'ailleurs physiquement, avec une rotation qui était très, très, très courte. Ouais, ils avaient clairement un des meilleurs bancs de la NBA il y a quelques années avec les joueurs que tu viens de citer. On peut rajouter Baines, que tu as cité tout à Ouais. l'heure, Marcus Smart qui sortait du banc. Ils avaient un banc de fou furieux, les Celtics. Donc là, c'était
plus compliqué au niveau de la rotation. Ils ont eu un Wanamaker qui a fait quand même de belles playoffs, j'ai trouvé, vraiment dans l'idée des Celtics volontaires, appliqués, Ouais. intenses, et qui ma foi, a fait de bonnes sorties de banc. Donc, Un bon profil, intéressant. il est sur le tard en plus dans la ligue. Il a 31 ans, je crois. C'est un mec qui est arrivé sur le tard. Il fait ses premiers playoffs et franchement, il a pas à rougir. Non, 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 il a été solide. Franchement, il a été solide en sortie de banc. Après, c'est peut-être un des seuls qui a vraiment été sérieux. L'absence de Gordon Hayward sur le début des playoffs, qui a un peu cassé son rythme et obligé Marcus Smart à rentrer dans le 5, ça, ça a quand même fait mal aux Celtics parce qu'au final, il a joué que 5 matchs sur la bubble, Gordon Hayward, donc forcément Ouais, un manque de rythme quand il revient. ça fait mal. Donc, non, non, le banc de Boston, tu passes de tout à rien quasiment, en fait. Donc, c'est compliqué, surtout quand tu sais que Brad Stevens est quand même un coach qui aime bien faire circuler la balle et faire confiance à tous les joueurs et vraiment leur donner des missions propres à chacun. Donc, c'est dérangeant pour un coach comme ça d'avoir moins de profondeur de banc parce que c'est un des coachs qui peut le mieux l'utiliser, en fait, dans toute la NBA à l'heure actuelle. Donc, c'est chiant. C'est chiant. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, pour approfondir un peu ce que tu dis, mettre un peu de chiffres sur ce que tu viens de dire, c'était le 29e banc de la Ligue. Le 29e banc de la Ligue. 9e la saison précédente, donc 9e l'année dernière, le 29e cette année, le dernier de la conférence Est. 85% des points de cette équipe étaient scorés par des starters. 85%, on l'a ressenti sur ce match-là. Et c'est vrai que la blessure de Gordon Hayward qui a obligé Smart à réintégrer le starter, le starting five, a fait aussi quand même beaucoup de mal pour Ouais. ce banc. Tu parlais tout à l'heure effectivement des difficultés financières de la franchise. C'est une franchise qui va, je crois, payer la luxury tax. Cette année, elle a 140 millions. Il n'y a clairement pas de cap cette année. Donc, c'est pas sur. Il n'y aura forcément pas certainement de gros free agents qui viendront grossir l'effectif. Ça se fera certainement par trade. Est-ce que tu Ouais. as des options, des idées, des conseils à donner à Danny Ainge? Non, parce qu'il est capable de tout, donc tu sais pas à quoi t'attendre avec lui. Euh, je sais pas ce qu'il a en termes de tour de draft de disponible Ouais, sur le futur. j'allais venir là-dessus, mais c'est vrai que pour rester d'abord sur d'éventuelles personnes qui pourraient quitter l'effectif, je pense notamment à des joueurs comme Simi Ojeleye, peut-être des shooters comme Carson Edwards, qui était leur tour de draft l'année dernière, qui est un arrière-shooter qui est à 3. Est-ce que tu penses que ça Ouais, peut tu faire? vois, c'est du très jeune joueur en fait. C'est soit tu trades du très jeune joueur ou soit tu trades un joueur important en fait. Et c'est compliqué. Quand tu sais que Gordon Hayward, il coûte combien? Il coûte 30 millions la saison? Ouais, 34 millions, c'est pas possible. En plus, c'est son option. Il va prendre son option et qui voudra d'un joueur qui est enclin à de grosses blessures. Tu vois. Ouais. Donc, non, compliqué et personne ne voudra de son contrat. Donc, Ouais. c'est compliqué. Soit tu te sépares d'une pièce qui est importante à ton effectif en tant que titulaire, ou soit tu bricoles avec des tours de draft et des petits joueurs. Donc, c'est pas une mince affaire. Après, il nous a montré par le passé qu'il sait bricoler. Donc, s'il y a bien une franchise où il n'y a pas à s'en faire là-dessus, c'est bien Boston. Grâce à lui. Après, ça reste quand même compliqué avec ce qu'il a. Il a peu de choses dans les mains, on va dire. Tu parlais de la draft. Ils ont 3 premiers tours de draft cet été. Comme d'habitude, les Celtics sont toujours bien lotis. Pourquoi je te parle de ces tours de draft? Parce que justement, ils peuvent aller chercher potentiellement des big men. Alors, on sait que cette QV cette année n'est pas forcément l'une des plus rayonnantes. On parle de James Wiseman, le futur drafté. J'ai pas le nom de l'université dans laquelle il joue là maintenant. Je vous la donnerai peut-être dans le live. Ok, c'est un big man, il est considéré comme le meilleur big man de cette draft. Il sera peut-être pas atteignable pour les Celtics, mais j'ai vu notamment dans la presse, notamment chez nos confrères de Basket USA, que ils avaient approché Kylian Tilly, le big man de l'université de Gonzaga. Le Frenchie. Le Frenchie, effectivement, est-ce que tu penses que ça peut être un bon truc pour le Frenchie d'aller aux Celtics? Quand on sait que c'est quand même difficile pour les Frenchies de s'imposer au TD Garden ces dernières années. C'est pas un poste 5, Monsieur Tilly. Non, en fait, c'est ça, c'est un profil ailier fort. Il fait 2,08 m, ailier fort, pivot. Mais c'est pas le mec de 2,10, 2,15 qui va aller garder les Hmm. mots de la conférence. Il y a déjà Grant Williams dans l'effectif qui a fait un travail intéressant Ouais. sur le poste 4 en défense. Donc, je pense que si vraiment on doit être tatillon et essayer de faire quelque chose de concret avec Boston, c'est vraiment sur le poste de numéro 5. Mais encore, est-ce que tu vas aller chercher un mec à la draft?
en sachant que tu as besoin d'un 5 titulaire, parce que Daniel Tass, attention, il a fait une bonne saison, Ça, mais tu as vraiment besoin d'un 5 d'un certain niveau pour passer un cap, là, si on parle de Daniel, Boston. Daniel, il l'a dit, ouais, il a dit, on a quand même déjà des grands, on a quand même des joueurs qui peuvent jouer 5 quand même, ils l'ont montré en gardant Embiid, en gardant Gasol, et maintenant il nous faut aussi un joueur qui puisse avoir un impact en fait sur le big man adverse, un joueur qui ait du jeu. C'est vrai que Williams comme Tice n'ont pas de jeu offensif, ce sont des slashers, des mecs qui vont prendre des alley-oops, ils n'ont pas de jeu au poste, ils n'ont pas de mid-range. Mais Ouais. aujourd'hui, des joueurs comme ça, ils vont coûter très très cher, et comme tu l'as dit, les finances sont au rouge, ils vont pas aller chercher du Hassan Whiteside qui est free agent, ils vont pas aller chercher du Myers Leonard qui est free agent, qui va demander certainement un bon petit chèque. Donc après, ouais, il leur reste effectivement soit des échanges, soit donc un potentiel trade. Mais après, frérot, Gonzaga, voilà, c'est aussi un programme qui forme de bons big men. Il y a eu Kelly Olynyk, qui est bon, ailier fort. On a Zach Collins, actuellement qui est au Blazers. Pareil, ailier fort. Et on a aussi Rui Hachimura. Voilà. On a 3 joueurs des Gonzaga qui sont quand même assez chauds. Ouais. Après, c'est plus. Il y a déjà trop de présence, je pense, à ce poste-là. Et puis, je dis, Grant Williams, il a Ouais, été bon défensivement sur ses playoffs, alors que c'était son année rookie. bien Et sûr. il a montré des choses. Donc, je vois pas Boston aller drafter sur ce poste 4, surtout sur un profil similaire à ce qu'ils ont déjà drafté l'année dernière. En fait, ça ressemble pas à Boston de faire du doublon comme ça. D'accord. Bah, écoute, concentrons-nous un peu sur ce qu'ils ont alors. Hein, concentrons-nous sur des joueurs qui ont fait du bruit à la bubble, notamment Jason Tatum qui réalise une très très grosse saison. Pas seulement sur le plan du scoring, ce que j'ai aimé, c'est son côté all-around, où clairement il a été étincelant sur le plan du scoring, à la passe, au rebond et en défense. Je voudrais que tu reviennes un peu sur sa saison brièvement, très rapidement, et aussi ses marges de progression pour la saison à venir. Bah, déjà, premièrement, agréablement surpris parce qu'il a montré en playoff, il a montré que c'était pas juste un scoreur exceptionnel. Il a montré qu'au rebond, notamment contre les Sixers, je me souviens, il avait sorti un match à 13 rebonds avec des rebonds hyper importants sur Joel Embiid, notamment, où il jouait limite 5 sur certaines rotations. Donc non, vraiment agréablement surpris de ce côté-là, même au contre, en défense, il a été un des premiers acteurs majeurs de cette bonne défense. Et c'est pour ça qu'au final, on a retrouvé une équipe comme Boston, où il n'y a pas forcément un big man hyper chaud en défense. Et on a retrouvé cette équipe deuxième meilleure défense de la bubble, parce que tout le monde mettait la main à la pâte, et notamment Jason Tatum, qui est qu'on connaît plus pour ses talents offensifs que défensifs. Mais là, sur cette bubble, il nous a montré qu'il n'y a pas de problème, il a joué des deux côtés du terrain et qu'il fallait compter sur lui sur les prochaines années des deux côtés du terrain. Et c'est une bonne surprise. Enfin, c'est pas vraiment une surprise parce que c'est ce qu'on attendait de lui, mais que ça arrive si tôt, c'est toujours une surprise parce que le mec, c'est sa 3e saison NBA. Donc, ouais, il est précoce. Hein. On a déjà vu qu'il était précoce. Il a pété tous les records en termes de points, en termes de précocité. Et là, maintenant, il montre qu'il est présent des deux côtés du terrain. Donc, non, c'est ouf ce qu'il arrive à faire. C'est ouf. Surtout qu'il arrive à rester hyper efficace en attaque. Il prend 30% des tirs de Boston. Sur la globalité des tirs de Boston, Tatum a 30%. Donc, il a beaucoup de tickets shoot. Et il arrive à rester à une efficacité à 43% à 2 points et 37% à 3 points. Donc, c'est loin d'être ridicule, surtout quand tu sais que c'est que sa 3e saison NBA, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je nuancerai rapidement dans le tableau que tu viens de dresser, qui est élogieux et qui est vrai. Il a été énorme. C'est que dans les quatrièmes quart-temps, sur ses playoffs, il s'est souvent distingué par des mauvais choix. On se souvient de cette passe qu'il a adressée à Nick Nurse, qui lui-même était surpris en disant mais mec, je joue pas moi. On se souvient. Mais il a manqué de cet instinct de tueur qu'on peut lui connaître, en fait, Ouais, bien sûr. sur les derniers moments du Il n'a match. pas forcément été lucide, effectivement, sur certaines fins de match. On se souvient du poster de Bama Debayo. Mais en tout cas, il a réalisé une très grosse saison et il faudra compter sur lui la saison prochaine. Rapidement, poteau, en deux mots. Ouh là là, t'as vu, on trahit déjà les. En 2 mots, poteau, sur Kemba Walker, rapidement. Ouais. Euh, Quand tu es All-Star, que on te fait venir, on te fait signer pardon, un gros contrat max et que tu fais des playoffs à seulement 19,6 points de moyenne, 5,1 passe D, est-ce que tu penses que c'est ce qu'on attendait d'un joueur comme Kemba Walker, vu son statut? Je peux comprendre qu'on soit un peu déçu des playoffs de Kemba. Après, c'est le système Brad Stevens où il n'y a pas forcément un joueur qui pète le plafond. Quand tu vois que même Tatum est limité à 23 et quelques points sur la saison, c'est logique qu'il n'y ait pas un joueur qui crève l'écran. Et c'est ce qui a ramené
entre guillemets cette bonne entente et cette circulation de balles, le fait que l'attaque de Boston ça vient de partout. Quand il y a un mec à la main chaude, il a sa soirée pour lui. Et Kemba, c'est le manque d'agressivité qu'on pourrait lui reprocher, mais ça fait partie du système Boston pour moi. Donc pas vraiment de reproche. Peut-être juste il aurait pu insister plus sur ces match-ups favorables, notamment sur les pick and roll. Quand il prenait l'écran en balle en main, il avait souvent la possibilité de shooter à mi-distance et il n'a pas forcément eu cet instinct de tueur, de vouloir prendre le match à son compte quand il aurait pu le faire. Peut-être la seule chose qui m'a déçu, mais c'est déjà des bons playoffs pour une première année avec Boston. Quand tu sais qu'il passe derrière un mec comme Kyrie Irving, il a fait mieux que Kyrie, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Mieux que Kyrie. Bah Oui, ouais. forcément, bah oui, ouais, t'as raison, t'as raison. Bah oui, forcément, parce que Kyrie n'a pas joué il a joué qu'un seul match qu'une seule série de playoffs. Il n'a remporté qu'une seule série de playoffs avec les Celtics. C'était contre les Pacers qu'il a sweepé 4-0. Puis après, il y a eu le fiasco contre les Bucks, effectivement. Ouais, tout à fait raison, Poto.